Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Jacques Roger Show, la radio internationale et bien sûr cette merveilleuse plateforme qui s'adresse justement, but de faire qui s'adresse justement au président Ouattara. Vous savez, c'est un humoriste ivoirien. Nous retrouvons un peu cela. Alors écoutons un peu ce qu'il dit. Voilà, en quelques minutes. Mon ami Wilson et mon ami Agoulou, un ami Labou Alikao John, vraiment je te salue, toi, avec ma fille Kérat, et puis Yasmine, bonne heureuse année, longévité et prospérité. Je profite aussi pour saluer mon ami Djibril Sissé, et puis sans oublier Charles Compaoré. Mais je vous attends, Djibril devait venir en décembre, il n'est pas encore arrivé, c'est pas qu'il se passe. En même temps aussi, mon ami, comment s'appelle, Olivier Capot, en fait, tous ceux qui sont là-bas, Olivier Capot, connaît Kamaté, en fait, tous ceux qui sont là-bas, qui nous admirent et qui nous appellent beaucoup. Je profite pour saluer une dame, elle s'appelle Léocadie. Léocadie, elle vit en France. J'ai son numéro. Je n'ai pas envie de donner son numéro. Il m'a dit pour moi d'éviter de l'exposer. Mais Léocadie, je tiens à te dire quelque chose. C'est-à-dire, toi, tu m'as appelé, tu as la dernière personne à m'appeler. Mais tous ceux qui m'appellent, ce qu'ils disent, je vous dis que ce que je dis, je le dis avec responsabilité. Chaque fois, la dernière fois, ça fait aujourd'hui 2 semaines, m'avait appelé, me dire que oui, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'Alassane a perdu Babou a perdu les élections. Et effectivement, je vous dis, Alassane, c'est pas mon ami. Alassane, c'est pas mon frère. Je ne le connais même pas. Ce monsieur, je ne connais même pas d'ailleurs, mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais côtoyé. Le RDS, c'est un parti que moi j'ignore, je ne connais pas parce que le RDS, c'est un parti qui est plein tellement d'ingrats et puis qui est plein, c'est-à-dire qui est plein des égoïstes, c'est parce qu'à eux seuls, en fait, c'est eux qui a senti la pauvreté ici à Abidjan. Donc, c'est des gens avec qui je ne marche pas. Mais si je dis qu'effectivement, Babou a perdu les élections, je vous dis que c'est vrai. Les partis pris un à un, je vous dis que Babou gagne les élections. Mais une fois que le PDCI et le RDS se mettent ensemble, eh bien, je vous jure qu'ils vont gagner le FPI. Donc, évitez chaque fois d'appeler, oui, pourquoi tu fais ça, pourquoi Babou a perdu. Je dis, Babou a perdu, il a perdu. Il n'y a pas de débat. Je ne suis pas là pour rentrer dans des considérations. Je ne suis ni un militant du FPI, ni un militant du PDCI, ni un militant du RDS. Il faut que je dise ça, il faut que ce soit très clair. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. La vie est devenue un peu très chère. La vie est devenue très difficile, monsieur le Président. Je te parle de ça parce que j'estime que tu vas t'adresser à la nation. Il faut que tu mettes ça dans ton adresse à la nation. Parce qu'il faut passer la télévision demain pour venir nous mentir en disant que oui, la vie est moins chère. La vie n'est pas moins chère, la vie est devenue très chère. Et la pauvreté s'accentue. Oui, parce que c'est pas parce que quelqu'un habite à la Riviera et qu'il est tape les ministres quelque part, il vit bien, qu'il pense que les autres vivent mal. Nous, dans le Pogo ici, nous vivons mal et très mal d'ailleurs. Vous avez constaté, la vie est devenue très chère. Alors je me demande, quand vous mettez un ministre du commerce qui doit lutter contre la vie chère, qu'est-ce qu'il fait? Mais on ne sait rien, il ne faut rien. Mais ça ne va pas. Mais démettez-le. On attend quoi pour le démettre? On a toujours des problèmes, les prix sont fixés de manière anarchique et on nous ment toujours, les gens souffrent. Regardez aujourd'hui, pendant la fête de Noël, vous trouvez normal qu'aujourd'hui, des gens se montent jusqu'à frapper Père Noël? À Koumassi, ils ont frappé Père Noël parce que le Père Noël, les cadeaux qu'il a donnés, les cadeaux étaient insuffisants. Vous trouvez ça? Ouais, je crois qu'en fait, c'est un but de faire. Je crois que j'espère que nous reviendrons, nous continuerons, n'est-ce pas, dans cette époque, n'est-ce pas, où on pouvait se permettre de rire sans s'inquiéter du lendemain. C'était intéressant et j'espère que ce temps continuera, n'est-ce pas, où on pourra même s'adresser directement, comme Guy de faire l'a fait, au président Alassane et aux autres présidents qui viendront demain. C'est assez intéressant. J'espère que, et là, il y a certains qui ont ri un peu de voir Guy de faire justement parler du Père Noël qu'on a frappé. Simplement parce qu'il n'y avait pas à manger. Il distribue des cadeaux et, n'est-ce pas, il ne donne pas à tout le monde. Alors, il faut qu'on le frappe pour lui faire comprendre que tout le monde à Koumassi doit avoir des cadeau. Ouais, ça fait rire, mais c'est une réalité qui montre effectivement la difficulté, n'est-ce pas, dans laquelle se trouve notre beau pays. J'espère que nous trouverons des solutions. Alors, M. Douglas, j'espère que vous avez eu le temps de boire un verre d'eau et que nous tous, on a pu récupérer quand même en 2 minutes. Nous allons continuer. Nous sommes toujours dans notre premier segment. Alors, nous sommes en 2000... En 2001 à peu près, n'est-ce pas, oui, c'est une guerre sans merci, n'est-ce pas, à laquelle se livrent, n'est-ce pas, le RDR et le FPI. Nous comprenons que le FPI a versé dans l'amateurisme, n'est-ce pas, ou peut-être n'était pas préparé à un retour aussi fort stratégiquement de M. Alassane Ouattara. Vous avez la parole.
Oui, donc nous sommes maintenant, les élections ont terminé, on rentre parce que les élections ont eu lieu en octobre 2000, précisément le 26 octobre. Donc on rentre en 2001. En 2001, la guerre est ouverte. La guerre est ouverte totalement entre le FPI et le RDR, c'est-à-dire le Front républicain est complètement en guerre. Ça, c'est une guerre interne. Et le président Gbagbo a dit que le coup d'État, c'était dû à la guerre des héritiers. Et que doit-on dire de cette guerre du 19 septembre 2002? Moi, je le dis sans peur, sans honte, c'est la guerre interne du Front républicain. Donc la guerre est ouverte. Il y aura plusieurs tentatives de la part du RDR à déstabiliser le président Laurent Gbagbo. D'abord, ils ont refusé, d'aller aux élections législatives. Ils ont refusé. Ça a permis, au RDR, ça a permis au FPI et au PDCI de ramasser les sièges, comme le RDR en a ramassé plein pendant les élections législatives de 2012. C'était en 2011, après la chute du président Laurent Gbagbo. Donc, la guerre sera ouverte, surtout lorsque le président Alassane Dramane Ouattara a décidé d'être candidat à l'élection législative à Kong. Et là, il y a eu encore un problème. À la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, la commission électorale dirigée par Dje a accepté la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour être député à Kong. Malheureusement, il y a des dispositions qui font que les Ivoiriens peuvent se plaindre lorsqu'ils ne sont pas contents de la candidature d'un individu. Les Ivoiriens peuvent s'opposer. Donc, un groupe d'Ivoiriens va s'opposer à la candidature de M. Alassane Ouattara à la députation de Kong, ce qui va arriver à la Cour suprême, qui va trancher toujours en défaveur de M. Alassane Ouattara. Là, il faut le dire net, le divorce est consommé là. La guerre est ouverte. Donc, le RDR va tenter par tous les moyens. D'abord, l'un des premiers coups d'État, des premiers coups qui a été lancé, c'était pratiquement en janvier 2001. C'était dans le mois de janvier 2001, c'est-à-dire ce qu'on appelait le coup de la Mercedes noire. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'était, une bande armée avec une Mercedes noire à l'intérieur qui, on ne sait pas qui était dedans, qui ont traversé tout le nord depuis le Burkina jusqu'à s'introduire à Bouaké, et c'est à la frontière de Bouaké que cette Mercedes noire a été arrêtée. Et qu'est-ce qu'ils venaient pour faire leur coup d'État? Ils transportaient dedans celui qui devait lire le discours à la RPI. Entre-temps, une bonne partie de ces gens ont été arrêtés et la Mercedes noire est retournée de Bouaké jusqu'à rentrer dans la frontière burkinabé sans que cette Mercedes noire ait été arrêtée.
Alors, on a cherché à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Comment une Mercedes noire qui arrive jusqu'à Bouaké n'a pas pu être arrêtée? Elle a été dénoncée à Bouaké. La ville de Bouaké est remplie de garnisons militaires. Vous avez beaucoup d'écoles militaires à Bouaké. Vous avez le génie civil. Vous avez des commandos, gendarmes. Vous avez le peloton mobile. Vous avez tout ce que vous voulez de l'armée à Bouaké. Il y a un bataillon militaire. Et comment se fait que une Mercedes noire va traverser tout le nord de la Côte d'Ivoire, rentrer au centre jusqu'à Bouaké et n'a pas pu être arrêtée jusqu'à ce qu'il sorte de la frontière ivoirienne? Alors j'ai essayé de mener un peu mes enquêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? La Mercedes noire a été poursuivie par un jet de combat. Le F-16 plutôt, c'est le F-16 que nous avons. Et le F-16 était piloté par un Ivoirien d'origine burkinabé. Alors, on lui a demandé, d'après les rapports, on lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas bombardé la Mercedes noire? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a accompagné la Mercedes noire jusqu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Et l'argument qu'il a fait sortir, c'est que le F-16 n'était pas opérationnel, les bombes, les mitraillettes qu'on mettait sur ces F-16, les bombes qu'on montait sur ces F-16 n'étaient pas opérationnelles parce que ça faisait longtemps que ces F-16 n'avaient pas été en activité. Il y avait 2 F-16 à Bouaké, un était en panne, et le seul qui fonctionnait, c'est son système d'artillerie militaire n'était pas fonctionnel. Donc, c'est la version qu'on a donnée, qu'on nous a fait croire. Voici pour laquelle, tout simplement ce qu'il a fait, il ne pouvait pas tirer, donc il a accompagné la Mercedes suivie jusqu'à la sortie de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, le gouvernement devait prendre ses dispositions. Devait prendre ses dispositions dans le sens que les hommes qui se sont retirés au Burkina Faso, non pas seulement au temps du président Gbagbo, mais depuis au temps de Guy Robert. Parce que Guy Robert leur a mené la vie dure où certains de leurs camarades ont été tués. Donc, depuis cette période-là, le gouvernement du président Gbagbo devait prendre les dispositions pour que nos frontières ne soient plus perméables jusqu'à ce point. Surtout que le gouvernement lui-même nous disait constamment que le président lui-même par sa bouche et son ministre de l'Intérieur, Feu Bogadoudou, venait constamment dire aux Ivoiriens qu'ils voient le dos du nageur et qu'ils voient ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire, ils les voient depuis Ouagadougou. Ils connaissent les maquis où ils mangent, ils connaissent les bars qu'ils fréquentent, ils connaissent même les feux rouges où ils s'arrêtent. C'est une bonne chose. Ceci devait les amener à renforcer le dispositif de surveillance de la Côte d'Ivoire parce que Abidjan est situé à près de 1000 kilomètres de Ouagadougou. Malheureusement, c'était quoi? C'est le 18 septembre, le 18 septembre 2002, ces gens qui étaient à 1000 kilomètres d'Abidjan se sont retrouvés dans la capitale ivoirienne et même logeaient chez le voisin de Maître Bogadoudou, ministre de l'Intérieur. Ça relève
purement et simplement de la légèreté. En d'autres termes, c'est pour ceux qui ont été héliportés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus forcément par la route. Oui, même s'ils ont été héliportés, on ne rentre pas, un avion ne rentre pas de manière inaperçue dans le ciel ivoirien. C'est pas possible. Je suis d'accord. On ne rentre pas dans le ciel ivoirien comme ça. Et quand même, on a des gens, il faut mettre en alerte l'armée, il faut disposer l'armée. Et ce qui était dommage, c'est que avec les informations que nous avons reçues, il y a même des gens de l'armée burkinabé qui, comment s'appelle, informaient régulièrement le gouvernement ivoirien sur ce que certains militaires ivoiriens faisaient sur leur territoire. Même l'attaque, le gouvernement le savait, on le savait. Mais pourquoi des dispositions n'ont pas été prises? Les militaires ivoiriens se sont battus corps et âme, il faut le dire, il faut reconnaître cela. Ils ont été braves, beaucoup sont morts. Ils ont pu, parce que ces militaires n'ont pas compté sur la détermination et la volonté des militaires ivoiriens. Eux, ils pensaient qu'ils allaient, faire de l'armée ivoirienne une bouchée et puis c'était terminé. Et l'armée française a armé le Burkina Faso parce qu'en juillet, je le dis très clairement, en juillet 2002, c'est-à-dire juillet, août, septembre, à 2 mois de cette attaque, le Premier ministre Villepin, en matière de défense, c'est le ministre de la Défense qui sont concernés. Mais on a vu M. Villepin était en ce moment ministre des Affaires étrangères, il n'était pas encore Premier ministre, il était ministre des Affaires étrangères en 2002, est parti rendre visite à Pau, la plus grande base militaire burkinabé, pour aller s'assurer que Pau, cette base militaire, a reçu le matériel militaire que la France leur a expédié. Je le dis parce que j'ai suivi ce journal-là. Donc, en juillet, M. Villepin va au Burkina Faso rendre visite à la base militaire pour s'assurer que les munitions, les armes qui ont été affectées au Burkina Faso ont été bel et bien reçues. Dans un cas d'espèce, je pense que ça devait être un général de l'armée française ou bien le ministre de la Défense qui devrait aller s'assurer que le matériel militaire, armes et munitions destiné au Burkina Faso est arrivé. Mais c'est M. Villepin, ministre des Affaires étrangères, qui est allé en juillet s'assurer que tout était prêt. En outre, lorsque la guerre éclate, malheureusement, on découvre sur les assaillants du matériel étiqueté avec l'emblème français. Sur les caisses de munitions et les armes qu'on a découvertes sur les assaillants provenaient de la France. C'est pour vous dire clairement que la France était partie prenante et même à la base de cette attaque contre la Côte d'Ivoire. Donc, les militaires ivoiriens vont, se battre comme ils peuvent en repoussant et dans leur fuite, ils vont aller assiéger la ville de Bouaké.
La ville de Boaké est tombée facilement et ça, c'est incompréhensible. Comme je l'ai dit, la ville de Boaké regorge de garnisons, de pelotons mobiles de gendarmes, de commandos, un camp de commando de gendarmes, de gendarmerie à Boaké, des écoles de sous-officiers, officiers de l'armée à Boaké. Boaké est tombé facilement sous les assaillants. Combien étaient-ils? L'armée ivoirienne a tenté de contrer, de reprendre Boaké à 2 reprises. Ça n'a pas été possible parce que l'armée ivoirienne elle-même avait des mouchards dans l'armée. Ce qui fait que, à 2 tentatives, Boaké était pratiquement libéré. Les assaillants étaient, assiégés et il fallait attendre du renfort. Et c'est en attendant le renfort que les assaillants ont repris le dessus. C'est inimaginable. J'ai des questions, on a des questions là rapidement. Quels ont été les dégâts parmi les c'est-à-dire les dégâts collatéraux, c'est-à-dire les civils? Est-ce que les civils ont été aussi ciblés? Merci, je vais parler de ça. Merci, oui, je viens dessus. Donc, il est inadmissible que vous allez en guerre et vous n'amenez pas suffisamment de munitions. Ça s'est passé la première fois et la deuxième fois, et à chaque fois, ils étaient en rupture de munitions pour finir avec les assaillants. Maintenant, en ce qui concerne les dégâts que les assaillants ont causés à Boaké contre le peuple baoulé, est inestimable. Parce que, je vais vous dire honnêtement, cette armée rebelle qui est venue chasser le président Gbagbo, après le chèque, ils ont assailli Boaké. Mais ils ont causé des dégâts horribles. C'est-à-dire que s'ils avaient la possibilité d'anéantir le peuple baoulé, ces assaillants-là l'auraient fait. Parce qu'ils avaient la rancune contre, Konan Bédié, parce qu'ils disaient que Konan Bédié, c'était lui qui était à la base de leur malheur. C'est à Konan Bédié qui les a traités d'étrangers, et c'est Konan Bédié qui les arrêtait, qui leur arrachait leur acte leur pièce d'identité. Donc, cette armée fortement constituée de nos frères du Nord ont vraiment causé des grands dégâts au centre. À Sakassou, ils sont vraiment pillés, détruits la résidence royale. Or, pendant tous ces combats-là, le peuple de Sakassou, les Baoulés n'avaient rien à voir dedans. C'était une affaire de Bédié entre Alassane là-bas. Mais les Baoulés ont payé le lourd tribut des assaillants parce que les Baoulés ont été massacrés. Les quartiers comme les quartiers à population baoulée, les gens ont été massacrés. Et ça, ils ne peuvent pas dire le contraire. Je ne veux pas parler des militaires, des gendarmes qui ont été tués, mais ils ont massacré le peuple baoulé. Ils sont allés dans les villages et le plus grave, l'extrême, il n'y a pas de mort plus grave que d'autres morts, c'est qu'ils sont allés ramasser, comment ça s'appelle, des vieilles femmes à quelques kilomètres du village du frère Goli. Ils sont allés dans son village pour ramasser des vieilles femmes de plus de 60 ans qui étaient en train de danser leur danse traditionnelle à Djanou, qui n'a rien à voir avec la politique. Ils sont allés ramasser ces vieilles femmes, massacrer ces vieilles femmes, et c'est une seule qui a survécu. C'est-à-dire que si ces assaillants avaient la possibilité d'anéantir le
peuple baoulé, il aurait fait. Mais dans tout ça, le baoulé n'a absolument rien dit. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu ce qui s'est passé, et ce n'est pas parce que nous sommes d'accord sur ce qui s'est passé. Mais le peuple baoulé, c'est un peuple calme, un peuple sage. Donc, les dégâts collatéraux... On reviendra au peuple baoulé tout à l'heure dans le deuxième segment, tout à l'heure dans quelques minutes. Mais ce que je voulais savoir, c'est que bien sûr, les dégâts sont énormes. La ville de Bouaké est atteinte. Vous savez que c'était une ville quand même assez cosmopolite. Il y avait tout à Bouaké. Non seulement c'était un lieu où l'éducation est de mise, la formation militaire est de mise. Nous avons, au niveau de Bouaké, on avait quand même une école internationale, l'EFA, qui formait la plupart des officiers africains d'ailleurs. Les officiers africains, c'est quand même une école d'élite, n'est-ce pas? Il y a le génie militaire, et puis quand même, Bouaké, c'est quand même un carrefour commercial. Quels ont été les dégâts causés? Est-ce qu'ils avaient l'intention de réduire à néant Bouaké seulement, ou bien de s'approprier? Est-ce que c'était vraiment dans le but de s'approprier Bouaké? Oui, premièrement, il fallait qu'ils aient une base arrière. Donc, ils se sont appropriés de Bouaké. Je vais vous dire une chose. Bouaké est une grande ville cosmopolite, comme vous avez dit. Et Bouaké, si on veut voir, il y a plus d'étrangers, maliens, burkinabés, guinéens, sénégalais, nigériens. Ces groupes-là étaient fortement à Bouaké les plus nombreux. À Bouaké, les villages baoulés, les quartiers baoulés, c'était où? C'était un peu à Ouyansou, un peu Broukro, Ngata-Kro. Ça, c'est des petits quartiers. Et puis Nimbo, c'est des petits quartiers. Alors que les quartiers de nos frères de la CEDEAO et de nos frères même du nord de la Côte d'Ivoire sont très nombreux. Encore, est pratiquement pour eux. Il y a Sokoura, il y a plusieurs zones dans Sokoura. Il y a Belleville 1, Belleville 2, Dar es Salaam. Mais donc, ça a été facile pour eux de pouvoir, assiéger Bouaké. Et je vais vous dire une chose, ce qui s'est passé, c'est que les Baoulés ont quitté tous les quartiers baoulés. Quand tu vas dans les quartiers habités par nos frères musulmans et nos frères du Nord, mais c'est comme s'il n'y avait pas de guerre en Côte d'Ivoire. Il faut venir dans les quartiers baoulés pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont massacré de manière injuste les populations baoulées sur la base qu'ils étaient baoulés, c'est tout. Hein. Sur la base ethnique, les corps jonchaient dans les quartiers baoulés et les chiens, pour la première fois, les chiens mangeaient les morts à Bouaké. Et dans les quartiers des Dioula, dans les quartiers des musulmans, les quartiers des ressortissants de la CEDEAO, c'est comme s'il n'y avait rien qui se passait à Bouaké. Non seulement ils ont tué les gens, ils ont dépouillé, ils ont vidé les gens de leur maison, ils ont pillé tout ce qui se trouvait dans leur maison. Ils sont partis au quartier Kennedy, le quartier comme Cocody d'Abidjan. Ils ont enlevé les toitures, ils ont enlevé les climatiseurs, ils ont enlevé les portes, ils ont enlevé les fenêtres, même les carreaux qui étaient dans les maisons, ils ont enlevé ça. Bouaké, ils ont emporté ça et où? Au Mali, au Burkina, en Guinée et autres. Tous les quarts de M. Nsikan ont été tous retrouvés au Mali, soit au Burkina Faso. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aucun de ces présidents n'a eu le courage d'interpeller ses citoyens, d'arrêter cela. C'était une aubaine pour eux. C'était une aubaine pour eux que dans leur pays, des gens viennent voler, piller en Côte d'Ivoire les ressources des Ivoiriens pour aller construire leur pays.
Voici la réalité. Ces présidents n'ont pas eu l'audace, le courage, l'honnêteté de freiner leurs ressortissants. Bouaké, en dehors de quelques maisons où les chefs de guerre se sont retirés dedans comme leur résidence, mais Bouaké était devenu un quartier sans toiture. Les maisons étaient sans toiture. Et ça, personne qui m'écoute aujourd'hui ne peut dire que c'est du mensonge ou c'est faux. Donc, Bouaké a attendu en vain, comme tu le dis, Bouaké, il y a toutes les gardes militaires là-bas, mais Bouaké est tombé facilement parce que une grande population de Bouaké vient du nord de la Côte d'Ivoire et ressortissant des pays de la CEDEAO qui entourent la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux-là ont participé, comment ça s'appelle, eux-mêmes aussi ont participé au pillage des autres. Bouaké est tombé sans résistance. Bouaké a attendu pendant 10 ans sa libération, 8 ans au moins, de 2002 à 2010, ça n'a pas été possible. Et ce qui était malheureux, ce sont les dires de notre président Laurent Gbagbo, qui trouve que les Baoulés n'ont pas été braves pour contrer les assaillants. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. M. Gbagbo en visite dans le Zanzan, M. Gbagbo en visite dans c'est là-bas dans le Zanzan ou bien ailleurs, va féliciter ces gens-là, oui, vous avez résisté, en faisant allusion aux Baoulés qui n'ont pas été capables, qui n'ont pas été braves pour résister contre les assaillants. Et pourtant, toi-même, ta propre armée, pendant deux fois, n'a pas été capable de déloger les assaillants. Comment est-ce que tu veux que ce soit des villageois, des paysans à main libre pour aller déloger les assaillants? Et ça n'a pas été du tout du goût de la population baoulée, parce que c'était une insulte à la vue des Baoulés. Et ça, ce n'est pas bon. Oui, mais mais justement, nous en profitons maintenant pour pour rentrer dans le deuxième segment, qui est très court d'ailleurs, tout en restant, parce que nous savons que le fondement est posé. J'ai une question là. Le peuple baoulé est resté silencieux jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce silence, que cache-t-il? Est-ce que ça cache une colère? Est-ce que ça cache une résignation? Est-ce que ça cache autre chose? Qu'est-ce que ça cache de voir un peuple, n'est-ce pas? Nous entendons nos frères de l'Ouest, nous entendons nos frères du Nord, nous entendons nos frères du Sud et de l'Est. Mais jusque-là, le Baoulé n'est ni mentionné par nos frères de l'Ouest, du Nord et autres, mais et pas même par les frères Baoulés eux-mêmes. Alors, les gens vont vous dire, mais M. Douga, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça qu'on a mis ce segment-là. En fait, la réaction du peuple baoulé, est-ce que c'est un peuple qui a peur? Ou bien quoi? Non. Que cache le silence, en fait? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le peuple baoulé, c'est un peuple très courageux. C'est un très courageux et c'est un peuple paisible, malgré tout ce qu'ils ont causé aux Baoulés. Et je vais vous en dire que par la suite de ça, le roi de Sakasso n'a pas pu s'évacuer. Et ça, on met ça au compte de la guerre. Parce que vous êtes un roi et un jour, sans que vous attendiez, des gens avec lesquels vous habitez, qui sont avec vous sur ton territoire, des étrangers que vous avez acceptés, avec qui vous coopériez. Et un matin, ils viennent envahir votre résidence, ils rentrent dans la forêt sacrée, ils détruisent tout ce que le Baoulé a de sacré dans sa forêt, qui est son héritage depuis des centaines d'années, depuis au temps de Abra Poku,
profaner les lieux sacrés, détruire tout ce qui est dans la maison du roi. Mais mon frère, vous ne pouvez pas. C'est ce qu'on appelle la mort dans l'âme. Ce qui a fait que le roi n'a pas pu survécu à ça. Et ça, on met ça au compte, la mort du roi, on met ça au compte des assaillants. Ça, il faut qu'on le dise honnêtement et ouvertement, sans peur ni honte. Mais malgré tout ce qu'ils nous ont fait, le peuple Baoulé, c'est ce que je vous ai dit. On est sage, on est là et on regarde. Ce que je vais dire, c'est que le peuple Baoulé tolère, accepte, est paisible. Mais chez nous, les Baoulés, nous disons un proverbe. Ce n'est pas parce que le crapaud ne mord pas qu'il faut le mettre dans son slip. Si tu mets le crapaud dans ton slip, tu ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Donc, on est là et on regarde. Comme chez les Baoulés, on le dit, que, comme on le dit partout, la patience, c'est un chemin d'or. Mais ce n'est pas parce que nous sommes peureux. Ce n'est pas parce que nous sommes traîtres. Ce n'est pas parce que ce qu'on nous a fait ne nous fait pas mal. Mais le Baoulé dit, à la dernière fois, on verra qui va attraper qui. On va voir qui va attraper quoi. Donc, en dehors de ce qui s'est passé à Bouaké, il y a eu aussi des peuples du nord, de l'ouest, qui ont payé de lourds tributs. D'abord, parce qu'entre eux-mêmes, il y avait des problèmes. Entre eux-mêmes. Et la rébellion a profité de ça pour les massacrer. Aujourd'hui, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des villages qui sont complètement effacés de la carte de la Côte d'Ivoire. Oui, ils avaient des problèmes parce qu'après la mort de M. Guy-Robert, il y avait des problèmes entre ce groupe qui a supporté la mort de M. Guy-Robert. Donc, entre eux, ils n'ont pas pu s'entendre, ce qui a fait le lit. Parce que ce qui s'est passé à l'Ouest, c'est que les gens de l'Ouest eux-mêmes sont fautifs dedans. Ils sont fautifs dans ce qui est arrivé là-bas. Et la rébellion a profité de ces erreurs-là pour massacrer, comme cela n'est pas permis, les hommes de l'Ouest. Ils ont payé le plus grand tribut que les Baoulés. Puisqu'il y a des villages entiers qui ont été détruits. Et je voudrais ajouter une chose. Il y avait une femme de l'Ouest qui était aux États-Unis ici, qui a été approchée par les hommes du gouvernement pour que, avec sa propension, je ne vais pas dire son nom, avec sa propension, il allait partir réconcilier les peuples de l'Ouest. Donc, il y a une fête même qui a eu lieu ici en son honneur. Elle est rentrée et comme le président devait faire une visite à l'Ouest, donc il est allé pour chercher à réconcilier les gens de l'Ouest. Mais les gens de l'Ouest lui ont dit ce que je vais vous dire. Écoutez, ma sœur, c'est très bien, tu es rentrée, on est content de toi, mais affaire de réconciliation, là, il faut laisser ça. Oh, rien à... Oui, ils lui ont dit, nous, on préfère vivre comme ça. On préfère vivre comme ça. Réconciliation, là, il ne faut pas nous parler de ça ici. Voici la réponse. Mais, monsieur, mon frère, il est quelquefois mieux de ne pas parler que de vouloir parler. Ils ont dit, il faut laisser réconciliation, là, c'est bon, nous, on préfère vivre comme ça. Ça veut dire tout. Ils préfèrent vivre comme ça, réconciliation, parce que c'est que ces rebelles
leur ont montré et qui continuent de leur montrer jusqu'à présent. Est-ce que réconciliation vaut la peine encore? Ça fait combien d'années les gens de l'Ouest souffrent? Depuis 2002, depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 11 ans qu'ils sont dans la souffrance. Donc, cette guerre n'avait aucune justification, elle n'avait aucune justification, sans compter les banques centrales de la les bureaux de la BCEAO qui ont été cassés à travers l'Ouest, le centre et le Nord, qui a provoqué une sortie de plus de 1000 milliards. C'est énorme quand même, c'est énorme. Mais 1000 milliards, c'est énorme. Puisque le budget... Avons-nous retrouvé, M. Dougan, ne serait-ce que la moitié de ce montant et en plus, avons-nous réellement mis la main sur les véritables auteurs? Où sont-ils? Que font-ils de cet argent? Personne ne s'en occupe. Il semble que ce soit le cadet des soucis, que ça a été le cadet des soucis aussi bien du régime des choses. 1000 milliards, plus de 1000 milliards sont sortis de ces banques de BCEAO qui ont été cassées. On connaît très bien les auteurs. Les auteurs se connaissent, on les connaît très bien. D'abord, ce sont les assaillants. Mais entre les assaillants, ils savent que sont ceux qui ont fait ça. Et quand ils ont cassé ça, voici le bas blesse. L'argent n'a pas servi à construire le Nord, pour lequel ils ont pris les armes parce que pour eux, le Nord a été délaissé, ce qui n'est pas juste. L'argent a servi pour aller construire des quartiers UP à Ouaga, au Mali et au Sénégal. Lorsque M. Konan Banny a demandé une commission d'enquête, cette commission d'enquête n'a jamais eu lieu parce que le président Abdoulaye Wade s'est interposé à cette enquête. Donc, les plus de 1000 milliards sont partis et on accuse, il y a un journaliste sénégalais qui accuse Abdoulaye Wade de blanchissement de cet argent. Parce que après cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les billets de la BCEAO, les billets de banque de la BCEAO. Mais ça ne résout pas le problème. Et ce qui est encore grave, c'est que M. Chirac, comme l'a dit Mahamadou Koulibaly, M. Chirac a intimidé l'ordre à au président Laurent Gbagbo de rembourser les 1200 milliards qui ont été volés. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, et c'est là l'une des causes de la mauvaise gestion de cette crise. M. Gbagbo a remboursé les 1200 milliards. Pourquoi? Parce que M. Chirac a demandé à Gbagbo de rembourser sous prétexte que ces banques étaient en Côte d'Ivoire. Ces banques étaient en Côte d'Ivoire mais n'étaient pas sous le contrôle des autorités ivoiriennes. Puisqu'il y avait une ligne qui séparait la Côte d'Ivoire en deux et que ça s'est passé dans la zone, de l'autre côté, le président Gbagbo n'était pas obligé de rembourser cet argent, mais il a remboursé. Mais pourquoi le motif? Pourquoi M. Chirac demande au président Gbagbo de rembourser? Parce que 1000 milliards, 200 millions, ce n'est pas une petite somme. En remboursant cet argent, où M. Gbagbo va prendre l'argent? Il va prendre sur le contribuable ivoirien. C'est-à-dire ceux qui sont en dessous de Bouaké, c'est-à-dire la petite partie parce que quand la Côte d'Ivoire a été divisée en deux, Gbagbo avait la plus petite partie.
Oui, mais il y a une question à ce sujet. Monsieur Dougan, il me semble avoir vu dans un des rapports n'est-ce pas, qui traite justement des conflits, des ressources naturelles et des conflits, je crois, le GRIP, que la Côte d'Ivoire avait été effectivement divisée en deux. Mais on a retrouvé des pays comme le Togo au-dessus, justement. C'est-à-dire, le Togo, il y avait le Togo, le Burkina, le Mali, il y avait même le Bénin. Et je veux comprendre, est-ce que c'était une situation si réelle? Les gens avaient-ils réellement réussi dans la division de la partition de la Côte d'Ivoire à mettre de tels pays du côté des assaillants, simplement pour exploiter les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire? Oui, parce que tous ces présidents dont tu viens de citer, le Togo, on sait comment Eyadema Fils est au pouvoir. Au Burkina Faso, on sait comment Thomas Sankara, comment Blaise Compaoré est au pouvoir. Ce sont les suppôts de la France. Donc, eux, c'était à leurs avantages, jusqu'à ce que dans le PIB burkinabé, on mette que le Burkina exporte maintenant du café et du cacao et des matières premières, des matières du sous-sol de la Côte d'Ivoire. Mais le président Gbagbo va rembourser les $1000. Mais le motif pour lequel Chirac voulait que Gbagbo rembourse les $1000, c'était pourquoi? C'était pour prendre l'argent sur le contribuable ivoirien qui était en dessous de la ligne. Parce que au-dessus de la ligne, ceux qui sont là-bas, Bouaké et autres dans le nord et l'ouest, ceux-là, leur économie était dans la main des assaillants. C'est eux qui exploitaient là-bas et c'est eux qui, percevaient les taxes. Et c'est eux qui exploitaient les gisements de diamants et autres, de recherches d'or et autres. Donc, le président Gbagbo va prendre l'argent sur les Ivoiriens du Sud pour rembourser les 1200 milliards volés dans les BCAO. Mais M. Chirac, en le faisant, c'était parce qu'il sait que prendre 1000 milliards sur les Ivoiriens pour payer, pour rembourser ça, c'était quoi? C'était pour mettre en difficulté Laurent Gbagbo. C'est pour mettre en difficulté Laurent Gbagbo, parce que qu'est-ce qu'il voulait? C'était de provoquer une pénurie d'argent, c'était de provoquer un manque de paiement de salaire pour que les populations du Sud se soulèvent contre Gbagbo pour qu'il le chasse, puisque les arbres n'ont pas eu raison de Gbagbo. Donc, en payant 1000 milliards, puisque le budget annuel de la Côte d'Ivoire était de 2000 milliards, 2000 milliards 500. Et imaginez si on doit prendre 1000 milliards pour aller payer, la casse des BCAO. Il reste combien pour payer les fonctionnaires, pour traiter les Ivoiriens, pour construire des écoles, pour soigner les Ivoiriens dans les hôpitaux, pour trouver de l'emploi aux gens. Donc, c'était une manière savamment orchestrée par Chirac pour amener les populations à se soulever contre le président Gbagbo, parce qu'il pensait que en payant cet argent, le président Gbagbo ne serait pas capable de payer les fonctionnaires ivoiriens. C'était la stratégie. Mais le président Gbagbo a accepté de payer, et c'est ce que je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas d'amitié avec un ennemi. Des gens qui ont décidé de tuer, de te chasser, de tuer ton peuple, tu n'as plus à discuter avec eux. Pourquoi la France elle-même n'injecte pas les 1000 milliards dedans et demande à Gbagbo? Mais le président Gbagbo a subi cela. Il a tourné partout pour avoir la paix. Il y a une chose, vouloir la paix et avoir la paix sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce que tu veux la paix que tu auras la paix. Parce que ceux qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire, ce n'était pas pour venir faire la paix avec Gbagbo. Il fallait dégager. Et M. Alassane Dramane Ouattara, en 1998, proclamait sur tous les toits en Côte d'Ivoire, je rentrais ce gouvernement ingouvernable, ce pays ingouvernable.
Aujourd'hui, le pays est ingouvernable jusqu'à aujourd'hui. En mai 2002, c'est-à-dire à la veille du coup d'État manqué, en mai 2002, M. Alassane Ouattara, c'était la campagne pour les élections des présidents des conseils généraux, c'est ça. Dans son discours au stade de Yopougon, M. Alassane Ouattara a dit, et je cite, « Nous n'attendrons pas 2005, on était en 2002, nous n'attendrons pas 2005 pour être au pouvoir. » Ça veut dire que c'est des signaux qu'il lance au gouvernement, surtout qu'il savait qu'il y avait des gens qui s'entraînaient au Burkina pour venir les attaquer. Quand un citoyen dit des choses comme ça, quel que soit ce qu'il est, il faut l'arrêter. Quel que soit ce qu'il est. On ne peut pas laisser un citoyen, quel que soit ce qu'il est, mettre en péril un État, une nation, une cohésion nationale. Houphouët-Boigny a dit, je préfère l'injustice au désordre, car l'injustice, on peut la réparer, mais le désordre, quand ça commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter, et c'est ce à quoi nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Maintenant, à proprement parlant de la crise, de la gestion de la crise, ce que je voudrais faire remarquer aux Ivoiriens, c'est que de 90 à 95, la Sierra Leone, avec un jeune président militaire de 91 à 95, a connu une guerre terrible en Sierra Leone, où des assaillants, sans aucun motif idéologique, comme nos frères du Nord ont fait en Côte d'Ivoire, ils ont massacré le peuple, le peuple sierra-léonais, coupé des membres au peuple sierra-léonais, occupé les zones minières, même chose comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais ce jeune-là a pu vaincre cette rébellion. Il n'a pas cherché à discuter avec la rébellion. On ne discute pas avec une rébellion. Il n'a pas cherché à discuter avec une rébellion. Il n'est pas allé, de ville, de pays en pays pour discuter avec la rébellion. Il a mis une stratégie en place qui lui a coûté 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, ça fait en gros 7 milliards de francs CFA. Avec ça, il a mis une stratégie en place. Il a fait appel à ceux qui pouvaient l'aider. Il a formé ce qu'on appelle un Gourka de 4000 personnes. Et il a détruit complètement cette rébellion jusqu'avec le leader du RUF, qui s'appelait le leader Fodé Sanko, qui a été tué aux frontières de la Côte d'Ivoire. Il a été poursuivi dans son pays parce qu'il fuyait les hommes du président, ce jeune président qui s'appelle Valentin Streuzer. C'était aux frontières de la Côte d'Ivoire, il a été tué et en tout pour tout, il a dépensé que 7 milliards de francs CFA. Voici un stratège. Mais nous, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. On est parti, on a fait toutes les capitales d'Afrique pour chercher la paix. On n'a jamais eu la paix, quand bien même qu'on sait qu'on n'aura pas la paix. On a nommé des incultes, des bougnoules comme ministres pour contenter les assaillants. On a nommé même leurs rebelles comme premier ministre, le chef rebelle. Je voudrais faire un éclaircissement là-dessus. Monsieur Soro-Guillaume a pris la tête de la rébellion. Mais monsieur Soro-Guillaume, ce n'est pas lui qui a créé la rébellion. Parce que pour créer une rébellion, il faut 3 choses.
La première, il faut les moyens financiers. La deuxième, il faut des attaches. Et la troisième, il faut des armes. M. Soro Guillaume n'a pas les moyens financiers pour payer des armes. M. Soro Guillaume n'a pas les attaches dans le sphère des grandes nations. Il n'a pas de contact d'amis auprès. Il n'a pas d'amis présidents en Europe ni en Amérique. Et de deux, il ne peut pas s'offrir, il ne peut pas s'occuper, équiper militairement une bande pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Donc la seule personne qui remplissait ces trois conditions stratégiques pour mener un assaut contre un pays, c'est d'abord M. Alassane Ouattara, parce qu'il a les contacts, il a les moyens financiers et il a trouvé, des fournisseurs d'armes pour pouvoir, équiper son armée. Comme Zakaria l'a dit, ne vous trompez pas, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, parce que après le coup, il y avait un problème de leadership. Ne vous trompez pas. Là, j'ai une question. Mais permettez que je finisse. D'accord. Allez-y. M. Zakaria, qui en public va dire, ne vous trompez pas, nous avons fait le coup d'État pour M. Alassane Ouattara parce que quand nous étions au Burkina, c'est lui qui nous finançait, c'est lui qui nous payait régulièrement, c'est lui qui nous a trouvé des armes. Il a dit en Dioula et la vidéo est là. Quand l'audio était sorti, les gens disaient, oh non, c'est pas Zakaria. Maintenant que la photo est arrivée, c'est-à-dire la vidéo complète, on dit non, c'est pas ce qu'il voulait dire, mais quand même, nous ne sommes pas des idiots. Ils ont commis les exactions les plus horribles en égorgeant, un être humain comme un animal pour la gloire, le pouvoir d'un pécheur et mortel humain. Ce n'est pas normal. Donc, vous pouvez poser votre question, votre précision que vous vouliez. Oui, amis auditeurs, vous devez comprendre que nous sommes ce soir, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, d'un débat très important, n'est-ce pas? Et nous devons aller au fond des choses. La question que je veux poser, que beaucoup n'est-ce pas, d'Ivoiriens posent, où réellement, à quel moment, M. Soro rentre-t-il en scène? Où a-t-il rencontré M. Alassane? Ou bien a-t-il été coopté par les puissances occidentales? Ou bien coopté par des puissances ou bien des pays africains? On ne sait pas. Et on le reconnaît comme leader, n'est-ce pas, activiste politique, etc. Mais il sort comme ça, il est mince et il devient, n'est-ce pas, il joue un rôle assez important dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et puis, en même temps, j'en profite pour vous demander, mais Boga Doudou, comment il s'appelle, Bala Keïta, voici des gens. Est-ce que ce sont des victimes collatérales? Pourquoi sont-ils morts? Ok. Est-ce que c'était, voilà, donc voilà un peu. Merci. Merci. Vous voyez, M. Soro Guillaume était le petit de M. Laurent Gbagbo. Et M. Soro Guillaume avait sa chambre dans la maison de M. Laurent Gbagbo. C'était son petit. Parce que tout est parti de la FECI. M. Soro Guillaume a été président de la FECI, mais pour que M. Blé Goudé soit président de la FECI, il a fallu que la FECI, qui était un syndicat universitaire, s'étende au lycée de Côte d'Ivoire. Donc, à l'élection,
Monsieur Blé Goudé a été supporté parce que c'est lui qui a envoyé la FESI dans les lycées. Donc les lycées ont voté massivement M. Blé Goudé. Voici quand il est devenu président de la FESI. Et M. Blé Goudé était combattu par M. Soro Guillaume lorsqu'il était avec le président, avec le leader, M. Babolora. Lorsque M. Blé Goudé essuyait les foudres de M. Conan Bédié, M. Soro Guillaume était dans la grâce de M. Babolora. Mais, comme M. Soro Guillaume lui-même, il a expliqué son arrivée au RDR, c'est le petit frère de M. Alassane Ouattara qu'on appelle Photocopie. C'est lui qui a appelé Soro Guillaume auprès de lui, parce qu'il a trouvé que c'était un enfant du Nord et c'était un enfant bouillant. Donc c'est lui qui est allé arracher M. Soro Guillaume pour devenir RDR. Maintenant, ce que Blé Goudé aussi a dit, c'est que M. Soro Guillaume ne pouvait pas percer au FPI parce qu'au FPI, il y avait trop d'intellectuels. Alors que M. Soro Guillaume, c'est un homme qui n'a pas fini son cursus scolaire. Donc, il n'était pas facile pour lui de percer. Il a préféré aller, au RDR parce que là-bas, d'après lui, ce que M. Blé Goudé a dit, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels là-bas. Donc, c'est le petit frère de Alassane qui a coopté M. Soro Guillaume dans cette histoire qu'il a rapproché de lui. M. Ahmed Bakayoko, lui, c'est le fidèle fils de M. Alassane Ouattara, parce que Ahmed Bakayoko, lui, il était déjà avec M. Alassane Ouattara depuis 1990, quand il était déjà président du Conseil interministériel et Premier ministre. M. Soro Guillaume, c'est lorsque la guerre a éclaté. D'après lui, il a quitté Abidjan à moto pour aller à Bouaké. C'est là-bas qu'il s'est revendiqué comme le porte-parole de cette rébellion. Voici comment M. Soro Guillaume est arrivé sur la scène politique. C'est ce que je connais et que je peux vous donner. Maintenant, vous avez parlé d'autres préoccupations là. Oui, Bala Keïta. La mort de Bala Keïta, et monsieur Bogatou tout d'abord, lorsque les gens devaient attaquer la Côte d'Ivoire, ils avaient une liste de personnes. Il y a longtemps, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas un fait du hasard. Il y a longtemps que le RDR a préparé son coup. Le RDR a dressé au moment où les gens étaient dans la vie active, politique, le RDR dressait sa liste des gens qui ne lui étaient pas favorables. Ce qui fait que dès qu'ils ont pris le pouvoir, d'abord, si vous avez appris ça, Alassane Ouattara a gelé le salaire d'un certain nombre de fonctionnaires. Il fallait mener des enquêtes pour savoir que ceux-là n'étaient pas pro-Gbagbo pour qu'on enlève leur nom de cette liste rouge. J'ai mon ami avec qui on a fait l'école ensemble et qui a une personnalité au pays qui n'était pas dans cette politique. Mais néanmoins, ils ont gelé son salaire pendant un long moment. On attendait qu'il aille demander pardon, s'expliquer. Il a dit, moi, je ne demande pas pardon à quiconque ce soit et je n'ai pas d'explication à donner à quiconque ce soit. Vous avez gelé mes salaires. Le jour que vous serez content, vous allez dégeler mon salaire.
Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'au moment où on était là, ils dressaient la liste des gens à qui ils devaient rendre des comptes. Et c'est ce qui a fait. Malheureusement, ils n'ont pas, comme Ouattao a dit, il est relevé que c'est Ouattao qui a assassiné, Ouagadougou. Ça, c'est connu de tout le monde. Parce que lui-même, il dit ça avec fierté, parce que lorsque ils ont donné, par exemple, Thio Fosier devait tuer le chef d'état-major, qui était en son temps le Mathias Doué, il devrait le tuer. Thio Fosier devait le tuer, mais il n'a pas réussi. Il est parti, il a été sur le plan spirituel et physique, M. Thio Fosier a été désarmé par par Doué. Donc il est parti, il n'a pas pu tuer Doué. Donc parmi eux, c'est-à-dire à ces chefs de guerre, ils avaient ciblé des personnes à tuer. Et parmi eux tous, comme il le dit, c'est M. Ouattao qui a réussi son coup. C'est une fierté pour lui, pour dire que lui, il a accompli sa mission qu'on lui a accordée en tuant M. Ouagadougou. Ça, c'est connu de notoriété, donc on ne discute pas. Maintenant, M. Bala Keïta, son problème, c'est que pour M. Bala Keïta avait pris des positions fermes contre M. Alassane Dramane Ouattara. Mais M. Bala Keïta n'a pas compris une chose. Sa propre phrase, un pied dedans, un pied dehors, dehors, lui-même n'a pas compris ça. Tu ne peux pas être contre Alassane Ouattara et aller résider dans le pays de Compaoré qui soutient mordicus M. Alassane Ouattara dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, des informations officieuses que nous avons reçues, c'est que il y a eu, une rencontre pour préparer l'attaque de la Côte d'Ivoire. Maintenant, qui devait être le président? Si l'attaque réussit, qui va être le président? C'est dans ça que lui, il voulait que ce soit Guy, alors que les gens avaient choisi Alassane Ouattara. C'est dans ça qu'il n'a pas été content. Il a manifesté son mécontentement. Et c'est dans le soir là de cette même journée du conseil de guerre qu'ils ont tenu que M. Bala Keïta a été assassiné froidement. C'était très simple. C'est un assaillant qui a assassiné M. Bala Keïta et ça c'est connu de manière officielle. Vraiment, histoire très douloureuse de la Côte d'Ivoire, amis auditeurs, et nous voyons, alors, monsieur Kwasi Dougan, nous sommes sur le point d'aller vers, nous avons pensé à tous les dégâts. Les dégâts sur la Côte d'Ivoire sont énormes. En quelques minutes, pouvez-vous nous dire ce que nous pouvons ignorer de ces dégâts, à part les dégâts humains, n'est-ce pas, sur le plan économique? La Côte d'Ivoire, réellement, est-ce qu'elle est en train de remonter la pente? Est-ce que c'est si facile de sortir d'une période de guerre et de violence, de division et de haine, où jusque-là les cœurs ne sont pas encore véritablement apaisés? Où en est-on justement au niveau des dégâts en Côte d'Ivoire? Oui, au niveau des dégâts humains, on ne peut pas ramener à la vie ceux qui ont été tués de manière sauvage. Des gens qui étaient chez eux et on est venu les tuer pour rien au monde. Quelquefois même on a tué des gens, par exemple les vieilles de Sakassou, ces femmes qui n'ont jamais rien bénéficié d'un gouvernement, ont été tuées froidement. Prendre un être humain, égorger comme un poulet. On nous a dit que non, c'était un rituel et que le monsieur, après, il est revenu à la vie. Mais on ne l'a jamais vu.
ses parents, sa femme l'attendent, on ne l'a jamais vu. Ou est-ce qu'on égorge quelqu'un et il revient à la vie, quand même. Donc, ils ont commis des exactions graves. Malheureusement, ce qui est mauvais, et ça, c'est mauvais pour la Côte d'Ivoire. Sur le plan spirituel, sur le plan psychique, l'âme est éternelle. Et ces âmes qui ont été de manière brutale arrachées à la vie, parce que l'âme doit sortir de manière volontaire du corps de l'être humain. Mais l'âme ne doit pas sortir du corps humain de manière brutale. Et ce qui est mauvais, que ce soit des hommes, des gens tués par les assaillants, que ce soit des gens tués par le gouvernement, dans la protection, la défense de la Côte d'Ivoire, un homme mort est un homme mort. Ces âmes-là n'ont pas de repos. Ces âmes demandent, je vous parle, sur d'autres dimensions, selon mes connaissances. Ce qui est malheureux, c'est qu'aucun politicien en Côte d'Ivoire n'est capable de se remettre en cause pour demander pardon pour ce qu'ils ont fait qui a causé la mort à autrui. Ça, c'est malheureux. Et les tueries sans base continuent en Côte d'Ivoire. Ce qui va faire que dans l'avenir, si on ne prend pas, on ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire va devenir un pays hautement dangereux comme les États-Unis. Aux États-Unis, quand les Européens sont venus, ils ont tellement tué les hommes, les personnes humaines, sur des raisons non valables, qu'aujourd'hui, toutes ces âmes-là n'ont pas de repos. Et c'est ce qui entraîne qu'à chaque fois aux États-Unis, la manière la plus facile de résoudre un problème, c'est de tirer une balle sur quelqu'un. Et de tirer une balle, de fusiller quelqu'un, de tuer quelqu'un. C'est leur solution au problème. Et ça arrive d'arriver en Côte d'Ivoire, puisque personne ne veut demander pardon pour ce qu'il a causé de tort à autrui. Et ça, c'est très mauvais. Sur le problème en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un problème proprement économique. Non, je l'ai toujours dit. La Côte d'Ivoire est un pays riche et nous avons suffisamment de moyens, de richesse pour nous autosuffire. Mais le mal, c'est que on a reproché à Houphouët-Boigny la mauvaise gestion des ressources. Ceux qui ont critiqué Houphouët-Boigny, ils sont venus, ils n'ont pas bien géré aussi les ressources en Côte d'Ivoire. Autour de Laurent Gbagbo, les gens se sont enrichis d'aussi graves que même les hommes de Houphouët-Boigny. Et ce qui était mauvais, c'est que quelquefois, le président Gbagbo a supporté cela. Parce que lorsque des gens critiquent ton gouvernement pour dire que les membres de ton gouvernement sont en train de voler, la moindre des choses, c'est toi qui les as votés. La moindre des choses, c'est de pouvoir te séparer d'eux et même de les juger. Houphouët, à un moment donné, s'est levé pour nommer un certain Doué pour auditer la logement et Houphouët a coffré ses propres amis. Mais lorsqu'on critique le FPI, le gouvernement du FPI,
qui sont en train de rouler dans les voitures, les grosses voitures qui sont en train d'enrichir, le président Laurent Gbagbo dit, ce n'est pas vous qui allez nous critiquer, à votre temps, vous roulez dans des voitures américaines. Ça, ce n'est pas bon. Le problème du café cacao. Le problème du café cacao, lorsque ça a éclaté, le président Gbagbo a dit, c'est une affaire des planteurs. Lui n'a rien à voir dedans. Et il a dit à ces gens, il a dit qu'il les a avertis que les échos me parviennent qu'on dit que vous êtes en train de voler l'argent. Mais le jour qu'on va vous attraper, prenez vos responsabilités. Et le président Gbagbo dit, vous me dites, non, président, il faut laisser ça. Mais toi, tu es le président, c'est toi qui as nommé les gens. Comment se fait que la maîtresse de Afi N'Guessan, qui lui s'est retrouvée à la tête d'une direction dans le café cacao? Comment? Et ils ont détourné près de 400 milliards de francs CFA dans une fichue affaire. Et lorsque, au début, ils ont commencé à dénoncer cela, le président Gbagbo a dit, au lieu de chercher à les arrêter, il a dit non, le gouvernement n'a rien à voir dedans, la filière café cacao a été libéralisée, ça appartient aux planteurs, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Non, ce n'est pas normal. Puisque là, il y a le gouvernement qui a, comment ça s'appelle, ses droits dedans, sa présence dans la filière café-cacao. Il a fallu que la Banque mondiale monte au créneau pour que finalement le président Gbagbo donne instruction à la justice pour qu'on arrête les gens. Et les gens qu'on a arrêtés, ce sont qui? Ce sont tous les proches du président Laurent Gbagbo. Monsieur Diamant, le maire de Cocody, lorsqu'on critiquait les gens que vous êtes en train de voler, il a dit, mais vous pensez qu'on va rester dans la pauvreté toute notre vie? Il est mort au Ghana en exil et il a été enterré en Côte d'Ivoire. Donc, voici, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens du FPI qui ont volé massivement de l'argent, des milliards. Aujourd'hui, ils veulent manger cet argent-là en paix. Ils veulent manger cet argent-là en paix. Vous les voyez, vous pensez qu'ils sont en train de faire la politique du FPI, mais ils sont en bonne cohabitation avec Alassane Dramane Ouattara. On ne les touche pas. La crise électorale a éclaté. Il y a certaines personnes qu'on a poursuivies qui sont en exil, mais il y a des gens qui sont restés à Abidjan. Tout le temps, ils n'ont jamais été inquiétés. Aujourd'hui, vous pensez qu'ils font votre affaire, mais ils sont plutôt avec Ahmed Bakayoko, ils sont plutôt avec le gouvernement pour pouvoir manger en paix l'argent qu'ils ont volé. Donc le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de mauvais comportement, de manque d'éthique de la part de nos dirigeants, c'est le manque d'équité de la part de nos dirigeants qui est aujourd'hui le problème fondamental en Côte d'Ivoire. Sinon, regardez en Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui, Oufoué a fait ce qu'il a fait, qu'on a vu tous, avec l'argent de café cacao et de bois. Aujourd'hui, nous avons du pétrole, nous avons beaucoup de ressources, mais les Ivoiriens sont plus malheureux qu'un pays du désert. C'est ça. Où il n'y a rien. C'est une question de gestion. Oui. C'est une question de gestion. Et tant qu'un groupe de dirigeants ne vient pas en Côte d'Ivoire pour enrayer cette mauvaise gestion, les Ivoiriens seront toujours malheureux. Alors, mais pourquoi accuse-t-on la France? Ce n'est qu'un prétexte en quelque sorte. Pourquoi la France? Oui, c'est un prétexte, parce que de toute façon, ce sont des excuses pour masquer une réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Ivoiriens qui pensent comme cela? Oui, ils ont en partie raison. Ils ont en partie raison parce que
ils ont en partie raison parce que ils prennent le prétexte de la France pour cacher leur mauvaise gestion. Il est vrai que la France pillait nos ressources depuis au temps de Houphouët-Boigny. Ce n'est pas aujourd'hui que la France est en train de piller la Côte d'Ivoire, ni les pays indépendants. Mais Houphouët-Boigny a pu réaliser le minimum pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus après la Côte d'Ivoire, ils ont ajouté quel plus à la Côte d'Ivoire par lesquels on peut les identifier par rapport à Houphouët-Boigny. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, amis auditeurs, vous venez justement de nous écouter, de nous suivre pendant à peu près 3 heures, plus de 3 heures d'affilée. Je pense que vous allez pouvoir poser des questions. Nous sommes sur le point de boucler. Alors, nous allons aller aux questions rapidement, en attendant que M. Kwasi Douga prépare justement, n'est-ce pas, sa conclusion pour justement les solutions. Et est-ce que nous pouvons penser, nous pouvons avoir une bonne Côte d'Ivoire de demain, en 2015, comment ça va se jouer? Vous avez la possibilité de poser vos questions. S'il vous plaît, pas de commentaires, le temps est assez avancé. Et nous vous disons vraiment merci d'être avec nous jusqu'à 7 heures. Et nous sommes nombreux, vous êtes nombreux sur cette radio, n'est-ce pas, le Jacques Roger Show. Vraiment, nous vous disons merci. En fait, il s'agit, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, notre pays, et bien sûr un pays d'Afrique qui souffre. Si la Côte d'Ivoire est libérée, n'est-ce pas, des arbres de la guerre, je suis sûr que, n'est-ce pas, la sous-région également se portera un peu mieux. Alors, nous allons aller avec tout de suite le premier. Monsieur Mamadou Taïrou, vous avez la parole. Mamadou Taïrou, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, monsieur Mamadou Taïrou. Est-ce que ce micro est ouvert? Oui, je crois que nous avons ouvert. Bon, je crois qu'il est reparti. Bon, il a fermé.